Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce nouveau numéro de Tennis Talk. Avec ce soir de nombreux sujets. On a un peu décalé les horaires, donc on va faire entre 19h et 19h20 WTA, l'US Open, Pennetta, vaincre et partir, Serena a-t-elle craqué, les tops et les flops de nos chers consultants, qu'on annoncera tout à l'heure. Entre 19h20 et 19h40, ATP US Open, l'analyse de la finale. Pierre, Hugues Herbert et Mahut sont-ils le nouveau double gagnant? Les tops et les flops, bien sûr. Entre 19h40 et 20h10, le débat. Pourquoi le tennis est-il un sport si dur psychologiquement? On peut voir qu'on a eu un joueur qui a montré ce que c'était que d'être un dur de dur contre tout le public, c'est Novak Djokovic. Coupe Davis, équipe de France, un capitaine peut-il faire gagner la Coupe Davis avec tout ce qui se passe en coulisses de l'équipe de France de Coupe Davis, ce qui s'est passé ce week-end, la semaine dernière, ce week-end et hier. Que veut dire Becker quand il dit que le SADR est un manque de respect? Serena peut-elle se remettre de ce gros raté? Est-ce le début de la fin pour elle? Entre 20h10 et 20h15, on présentera très rapidement les tournois WTA, Dalian, Québec City et Tokyo International. Entre 20h15 et 20h30, on présentera un tout petit peu plus longuement la Coupe Davis, les demi-finales et les barrages dans lesquels la Suisse joue avec son duo de choc Federer et Wawrinka. Voilà, ce soir avec nous Guillaume, le retour. Il y a plein de choses à nous dire. Énormément, voilà. Avec également Enzo. Hola. Hola, bon, qu'est-ce que Ah oui. Ouais, il revient d'un entraînement avec Rafael Nadal. On espère que ça va le faire mieux jouer. Et évidemment, Maître Lévy qui nous a aussi pondu un superbe article sur la finale. Donc, on le mettra en ligne et comme ça, tout le monde pourra le voir. Donc, salut Tennis Talk. Salut Tennis Talk, c'est maintenant, ça commence tout de suite. Jingle. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Alors, messieurs, on passe tout de suite chez les filles, l'US Open. On va parler de la finale, on va parler aussi de Pennetta, vaincre et partir. Qu'est-ce que vous avez déjà pensé de ce tournoi féminin? On commence par Guillaume. Comment ne pas résumer le tournoi féminin, évidemment. Enfin, bon, c'est peut-être la plus grosse surprise de ces dernières années, justement, et notamment de la saison qui vient de s'écouler, mais même des dernières années d'avoir eu cette finale-là. Bon, évidemment, le fait majeur, c'est que Serena Williams n'a pas remporté le Grand Chelem et donc a échoué à l'US Open, qui, en plus de ça, paraissait, quand on en avait parlé au mois de janvier avant l'Open d'Australie, on s'était dit, bon, si jamais Serena veut faire le Grand Chelem, il y a juste à gagner les Roland Garros et l'Open d'Australie, puisque après c'est du tout cuit. Et ben, c'était du tout cuit, seulement il y a l'aspect psychologique qu'on avait peut-être un peu omis pour elle, tant sa domination est plus que grande, et même elle s'est retrouvée confrontée à la pression, et voilà, on reviendra là-dessus, mais c'est le fait majeur de la quinzaine dans le tableau féminin, évidemment. Enzo? Bah ouais, c'est pour résumer en un mot, on est obligé de dire surprise. Hein. Les Italiennes ont très bien joué sur la quinzaine, il n'y a rien à dire. Mais quand même, en demi-finale, Roberta Vinci qui a quand même très bien joué. Normalement, c'est pas le profil de joueuses qui font très mal à Williams. Elle tape pas forcément très fort. Elle a un tennis. Justement. Comme si tu as vu les matchs, elles ont justement opté pour un peu comme un Jean-François Cojol contre Connors,
La balle un peu empoisonnée, molle au milieu du terrain. Superbe référence, Jean-François Cojol. Je pensais pas qu'on arrivera à le placer en faisant le débrief de l'US Open 2015. Super. Mais on pense toujours à Jean-François Cojol. Oui, donc des balles empoisonnées, sans consistance au milieu du terrain, mais qui ont fait péter les plombs de Serena Williams. On est d'accord qu'elle perd le match toute seule quand même en voulant en rajouter des tonnes. Elle gagne le premier prêt, elle veut en rajouter des tonnes sur chaque balle. Elle s'encourageait sur un service gagnant comme si elle venait de sauver la Terre d'une invasion martienne. Et du coup, ce qui tente à prouver qu'elle n'était pas si bien dans ses pompes que ça. Sinon, elle n'a pas vraiment besoin de le faire. Non, évidemment, c'est toute la problématique de Serena Williams, c'est de son attitude un petit peu. Enfin, moi, je suis pas fan de son attitude sur le court. Et puis aujourd'hui, elle la paye clairement son attitude en ne se focalisant pas sur l'essentiel qui était sa demi-finale. Et au final, elle mérite de perdre cette demi-finale. Et je pense qu'on peut résumer le tournoi par cette déconvenue de Serena Williams. Ok, Maître Lévy. Maître Lévy n'est pas là. Si. Alors, Alors, Maître Lévy, t'avais un petit creux, tu mangeais un truc, t'étais en frigo. Non, j'étais en train de garer ma voiture. Ce qui est très marrant, c'est que je sais pas si vous avez regardé la conférence de presse de Serena, mais elle a dit et répété qu'elle sentait pas la pression, alors que on est tous d'accord ici pour dire que elle a ressenti cette pression supplémentaire qui a fait qu'elle a échoué en demi-finale. Et même si Vinci a fait un bon match et un des très bons matchs de sa carrière, comme on avait dit au début du tournoi, de toute façon, c'est Serena contre elle-même. Et voilà, c'est pas passé. Je pense qu'une fois que Kvitova, une fois qu'Azarenka, une fois que Simona Halep ont été éliminés, elle s'est un peu dit, c'est du tout cuit, quoi. Et en voyant qu'il restait plus que 2 Italiennes, Pennetta qualifiée pour la finale et Vinci, et je pense qu'elle a baissé sa garde, qu'elle a ressenti un peu de pression parce qu'elle s'était dit que maintenant ça y est, elle y était. Alors que jusqu'à avant, elle se disait il y a encore des grosses joueuses, c'est pas gagné. Et c'est clair, c'est le principal. C'est un truc qui a quand même complètement abasourdi le public américain. Toute la journée, ils en pouvaient plus, quoi. Ils ont essayé de revendre toutes les places. Il y a même des gens qui sont pas venus au stade. Hein. Il y a même des gens qui sont pas venus le samedi après-midi voir les demi-finales hommes. Hein. C'est ça qui est incroyable. Alors, juste une chose. Que pensez-vous de l'attitude de Pennetta, qui a gagné et qui annonce sa retraite? Guillaume, je te laisse là-dessus. Toi, ça te plaît bien, cette question. Ouais, moi j'adore ça. Je trouve vraiment la dimension. Dire que là, c'est vraiment l'achèvement d'un projet, malgré le fait qu'on connaît pas bien Pennetta, parce qu'il faut être honnête, même les connaisseurs de tennis, je suis incapable de remettre dans le contexte la carrière de Pennetta, mais on s'y est un peu intéressé puisqu'elle a remporté le tournoi. C'est le genre de joueuse qui a une carrière finalement assez régulière, mais surtout de très 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 longue durée. Voilà, les voyants ont été ouverts, comme certains joueurs de l'histoire qui ont réussi à gagner un titre du Grand Chelem. On ne l'avait pas prévu une semaine avant. Elle a été jusqu'au bout de l'histoire, mais au-delà de ça, elle a été jusqu'au bout de l'histoire à presque 34 ans. Donc effectivement, au crépuscule de sa carrière, sans avoir aucune référence à très haut niveau. Moi, je trouve que c'est le contraire, en fait, m'aurait qu'elle annonce par exemple qu'elle continue. Non, pourquoi continuer? Elle a été au sommet de ses possibilités. Elle sait très bien qu'elle pourra jamais faire mieux. Et c'est juste super de terminer une carrière, je le répète, très longue, hein, parce qu'elle a 34 ans au mois de février. Donc
Non, pour moi, c'est vraiment le timing idéal. Elle a plus rien à prouver. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et terminé là-dessus. Il n'y a rien de mieux, surtout quand on a été un joueur de deuxième plan. Voilà, parce qu'en plus, elle sait que c'est voilà, on peut pas mieux terminer que ça. C'est la chance de sa vie. Enzo. Bah, c'est pas que c'était prévisible, ça, par contre. C'est que c'était une des possibilités à prendre en compte pour elle. Évidemment, elle sait qu'elle arrive à son apogée et qu'elle pourra pas progresser plus, elle pourra pas accomplir plus. Cette fin de carrière, elle me fait un peu penser à celle de Bartoli, même si elle l'avait pas évoqué tout de suite et qu'elle était partie 1 ou 2 mois après. Il y a quand même la pression, certes c'est une pression positive, mais il y a la pression d'avoir gagné un grand chelem et d'entamer par la suite une reconversion, entre guillemets, parce qu'on est plus attendu, on est plus regardé. Et je pense que ça pèse ça aussi chez les joueuses et que d'un côté c'est un peu un soulagement d'arrêter après avoir gagné un grand chelem, c'est la meilleure sortie possible, je pense qu'on est d'accord avec ça. Et au final, ça me fait penser un peu à la sortie de Bartoli, un grand chelem et puis s'en va. C'est évidemment pas les mêmes carrières, pas la même façon d'annoncer, mais au final je pense que c'est ce même syndrome de pas aller jouer le grand chelem de plus qui ferait aller vers la déconvenue et de rester sur le sentiment positif. Maître Lévy. Maître Lévy, passe la marche arrière. Ouais, non, mais c'est parce que je coupe mon micro pour éviter de, voilà. Ouais, bah Pennetta, moi honnêtement, c'est vrai que je la connaissais, c'est quoi à dire, mais je l'ai connue à travers Fabio Fonini en fait. Parce que voilà, donc Ils vont se marier d'ailleurs. Ils vont se marier, voilà. Bon, c'est une très bonne nouvelle. C'est une joueuse qui a quand même eu des titres, hein, parce que il me semble quand j'étais à Indian Wells qu'elle était sur le tableau des championnes. Alors à vérifier, mais il me semble qu'elle a gagné Indian Wells. Peut-être que je dis une connerie, mais de mémoire. Tu dis pas une connerie, je te la mets en finale, ça c'est sûr. On va le vérifier. Et donc bon voilà, c'est vrai que c'est une grosse surprise. Elle a joué un tennis. Alors je te coupe juste, hein, elle a 11 titres et effectivement elle a gagné Indian Wells l'an dernier. Elle a 11 titres sur le circuit et ce qui est sympa, c'est que tu as quasiment un titre par an depuis 2004. En fait. Ouais, voilà, en fait c'est une joueuse qui est capable sur un tournoi de faire une bonne série de matchs comme elle l'avait fait à Indian Wells l'an dernier. Et voilà, ouais, personne l'attendait gagner l'US Open. Elle profite quand même du fait que Vinci a eu le syndrome un peu du jour d'après, quoi. Ça, c'est clair. Bon voilà, à mon avis, c'était une finale compliquée parce que c'est deux Italiennes du même âge, qui se connaissent par cœur, qui ont dû jouer ensemble quand elles étaient jeunes. Donc voilà. Non, mais voilà, moi j'étais content pour elle et puis effectivement elle a eu raison. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Elle a eu raison de s'arrêter là. Si je peux rajouter quelque chose là, à ce que tu disais justement, je l'ai entendu. Ce qui est extraordinaire, elles se sont jouées donc là avec Vinci. Elle racontait que leur premier match, l'une contre l'autre, elles avaient 9 ans et que à partir des sélections 11-12 ans, en fait, elles représentaient l'Italie. Donc ça fait plus de 20 ans qu'elles jouent ensemble, qu'elles voyagent ensemble, qu'elles sont amies. Je trouve ça même là, c'est la coïncidence, c'est énorme déjà qu'elles aient pu se rencontrer en finale de Grand Chelem en plus parce qu'aucune des deux n'est une joueuse majeure. Enfin, c'est vraiment la belle histoire. Bon, sur le coup, on se souvient plus peut-être de l'échec de Serena, mais il se peut quand même que dans quelques voilà, pour les connaisseurs de tennis, on se souvienne de ce truc-là, de deux copines joueuses top 20, top 30 qui se retrouvent à 33 ans en finale d'un Grand Chelem et qui arrêtent leur carrière derrière. C'est vraiment la belle histoire, quoi. Exact, c'est une très très belle histoire. On va retenir, avant de rebondir et de conclure là-dessus, on va quand même aller sur vos tops et vos flops, Maître Lévy. Top et flop du tournoi féminin.
Ouais, les flops, on est obligé de mettre Serena, hein, de toute façon. Et puis je mettrai aussi Ana Ivanovic, même si elle a eu un premier tour difficile. Ivanovic et Safarova. Et en top, je vais mettre les Italiennes. Et Simona Alep, quand même, qui a fait un bon tournoi. Guillaume? Oui, le flop, évidemment, Serena Williams, comment ne pas la citer? Ouais, le flop, Simona, qu'est-ce que je dis moi? Serena Williams. Le top, les deux Italiennes, évidemment, et puis Kristina Mladenovic, parce que. Quand même, oui, depuis le temps qu'on l'attend. Je vous rappelle que, bon, là, je n'imagine pas, parce que ça s'est joué quand même à 2 points, que Mladenovic n'aille pas en demi-finale contre Serena. J'imagine mal que c'est ça aussi toute la complexité du tennis, c'est-à-dire que Serena, si elle joue Kristina en demi, c'est bon, je pense qu'elle passe et puis derrière elle craque pas en finale, mais voilà. Mais Kristina, je la mets dans les tops parce qu'on l'attendait et là elle a fait vraiment 5 matchs hyper solides et elle a passé un cap en tout cas, ça c'est clair. Un petit peu blessée pour son quart de finale, un petit peu blessée à la cuisse malheureusement. Ouais, mais même en étant blessée, ça s'est vu, elle était quand même pas très très loin de battre Vinci, hein, ça se joue à rien. On espère qu'elle va continuer. Hein. Enzo? En flop, on en avait un peu parlé la semaine dernière. Moi, le flop numéro 1 qui me vient quand je vois le tournoi, c'est pas Serena Williams, c'est Caroline Wozniacki. Parce que j'ai été déçu, il y avait soi-disant un renouveau dans son jeu. Et on le voit pas le renouveau, elle essayait un peu d'aller vers l'avant, c'est évidemment inefficace et elle semble avoir perdu un petit peu de cette magie de son jeu de contre et elle est un petit peu entre deux et à mon avis elle n'arrive pas à se trouver, elle n'arrive pas à trouver le juste équilibre. Sinon en top évidemment les deux Italiennes et Mladenovic qui a montré un très beau visage très très encourageant. Je tenais aussi à rajouter Eugénie Bouchard qui on est surpris là, on est très très surpris. Eugénie Bouchard, oui, c'est vrai, en plus, on est très déçus et très tristes pour elle parce qu'elle jouait bien. Hein. Elle commençait à retrouver, justement, tu parlais de magie, elle commençait à rentrer dans la balle, à avoir confiance, à jouer très très fort. Elle était en plus sur tous les tableaux, elle se fait sortir sur une blessure idiote. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est complètement idiot cette histoire. Ouais, c'est clairement dommage parce que j'aurais bien aimé la voir contre Vinci, qui a un jeu un peu plus tactique, un peu plus technique, de balles molles, etc. Ça aurait été un vrai test pour Eugénie Bouchard et on aurait vraiment pu voir ce qu'elle donnait face à une joueuse qui joue solide au final. Vinci, c'est un petit peu la joueuse qui va jouer à son niveau, qui va jouer régulier, qui va pas beaucoup donner, qui va jouer tactique et qui peut embêter ses adversaires et c'est vraiment un test. Avec ce fameux revers slicé qui sort des années 70. Hein. Il lui manque plus qu'à raquette en bois. Ah ouais, mais ça marche. Ça marche, oui, ça fonctionne. Il faut avoir tous les coups dans son arsenal pour jouer au tennis. Hein. Elle a aussi un revers recouvert qui est pas mauvais. Un peu comme Lopez et son revers des années 40 aussi. Ça marche. Ok, bon, on a fini avec les... On a terminé avec les femmes, avec Pennetta qui s'en va par la grande porte, Serena qui craque et nos tops et nos flops. Alors maintenant on va parler des messieurs et ce beau tournoi et cette belle finale aussi entre le numéro 1 et le numéro 2. On va d'abord parler un tout petit peu du tournoi avant de parler de la finale. Ok, je vous donne à chacun 1 minute pour nous donner pas les tops et les flops, mais un peu ce qui vous a marqué dans cette US Open. On va commencer par Enzo. C'était vraiment au final un tournoi convenu. C'était quasiment possible de tout prévoir. On avait vu un Djokovic par contre s'effondrer en finale, sauf si c'était Federer. Hein, il y a 2 semaines on en parlait. Que si c'était Federer, il finirait par gagner de manière assez simple entre guillemets bien sûr. Mais ouais, c'était un tournoi où on a vu des beaux matchs, où on a vu du beau tennis, mais à part l'élimination de Murray, presque tout était convenu au final. Même Gasquet était convenu aussi. Gasquet était dans les cartes.
Gasquet contre Berdych, je pense qu'on aurait été une bonne partie à le voir en quart. Ouais. Berdych joue à un niveau assez faible depuis maintenant Roland Garros. Depuis mars. Ouais, depuis mars. Ah bah il a fait un bon Madrid quand même où il perd en demi. Mais ouais, c'est vrai que c'était pas très surprenant. La partie. Ouais, puis il est en finale à Monte Carlo, donc depuis mai, enfin depuis Madrid quoi. Et donc du coup on avait convenu un Djoko en finale quasiment sans jouer, et puis il arrive frais comme un gardon contre un Roger Federer dont il maîtrise maintenant le jeu uniquement. On fait l'analyse de la finale tout à l'heure. Alors, Guillaume, ce que t'as vu dans ce tournoi. Tu peux repréciser ta question par rapport au tournoi féminin masculin? Ce qui t'a marqué, je parle pas ni des tops, ni des flops, mais les images que tu gardes de ce tournoi. Les images que j'en garde le retour sabre laser de Federer. Ah oui. Parce que ça, ça marquera. Ça c'est certain. Moi je dirais que c'est ça qui m'a le plus marqué. Si j'avais une seule image à garder, je mettrais celle-là. Et puis, comme disaient mes amis, mes collaborateurs, ouais, effectivement, tournoi très convenu. On l'avait complètement prévu il y a 2 semaines. On s'était dit que Federer-Djoko, il y avait quand même 80% de chances que ça fasse ça, et que si c'était malheureusement ça, ce serait la configuration qui ferait que ce serait très difficile pour Federer, qui paraissait au top. Bon, bah c'est ce qui s'est passé. Pas beaucoup de surprises, confirmation. Bon, après voilà, Marin Cilic, il a fait quand même un bon tournoi, et c'est quand même pas mal, parce que à revenir un an après, c'est pas toujours évident. Et puis bon, nos Français. Et ben Tsonga, c'est ce qu'on avait dit juste avant le tournoi. C'est moi qui l'avais dit, je crois que je m'étais dit, je suis sûr qu'il va aller faire un quart ou une demi, et comme ça, finalement, il aura fait une saison correcte. Bah, c'est ce qu'il a fait. Il lui reste l'indoor pour faire un peu mieux. Voilà, quand je vois ce matin que Gilles Simon est 10e mondial à l'ATP, je me dis qu'il y a des choses qui m'échappent des fois, mais enfin. C'est vrai, il est 10e, Gilles. Ouais, non, mais attendez, Gilles, il a fait une bonne première partie de saison. Hein. Ouais, mais il sera sur la table américaine et depuis. Pas mal. Bon, c'est pas mal, mais ça a pas été non plus. Parce que jusqu'à Montréal, moi je le voyais bien. Hein. Oui, mais je veux dire, est-ce que ça vaut 10 c'est par rapport au classement, hein. C'est vrai qu'il avait pas beaucoup de points à défendre et qu'il est régulier, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas mal quoi. De là à être 10e mondial, mais tant mieux pour lui, hein, il a volé personne. C'est vrai que des fois le classement est quand même un peu étrange. On a beaucoup plus vu des tas de joueurs qui sont derrière lui que lui en l'occurrence. Voilà, et Richard Gasquet, bah finalement, lui par contre, il est arrivé à Roland Garros, on se disait tiens, il est fini physiquement, et bah, il fait 3-4 mois très sympa, et il est 11e mondial. Par contre, c'est complètement mérité. Alors, si vous me permettez, et juste avant de donner la parole à Maître Lévy, moi je dirais, l'image pour moi, c'est quand même un Gasquet, tête haute, pas le nez dans les chaussettes, et qui va au combat. Depuis quelques mois déjà. Hein. Ouais, bah, quand même, je dois dire que j'avais du mal à le croire, et pour moi, c'est l'image que je garde, parce que, bon, pour le reste, bien entendu, mais ça, c'est quand même, je me dis, tiens, on peut encore changer. On peut sortir un peu du trou, et c'est pas mal. Alors, Maître Lévy. Bémol sur les top joueurs que sont... Bon, alors Nadal, je le mets de côté pour l'instant, mais on va dire Djoko et Federer, où là, par contre, quand ils rentrent sur le terrain, le match dure à peu près 5 minutes. Autant je reproche pas grand-chose à Richard, hein, qui a fait un très beau tournoi, qui a montré une belle attitude, et qui, honnêtement, pouvait rien faire face à Federer. Autant je pense que Tsonga a quand même laissé passer sa chance de manière un peu dommage et un peu stupide face à Marin Cilic. Si on regarde les stats, c'est pas vraiment le cas. Hein. Si on regarde les statistiques, il a plutôt pris ce qu'il pouvait prendre. Ouais, mais c'est parce que je trouve qu'il a pas tenté assez de choses. Il avait devant lui un mec qui était quand même un peu affaibli. Il a pas joué en variation. Il a
pas spécialement essayé de le déplacer latéralement. Moi, j'ai trouvé un peu pauvre tactiquement, alors que contrairement à Richard, il aurait pu passer, quoi. Il aurait pu faire quelque chose et pourquoi pas affronter Djokovic en demi-finale. Donc voilà. Après, évidemment, sur le tournoi, l'élimination de Murray, qui est à moitié, qui est une surprise, mais qui s'explique par des phénomènes qu'on a expliqués la fois dernière. Le fait qu'il est un peu retombé dans ses mauvais penchants de passivité, le fait qu'il ait un encadrement aujourd'hui qui n'est pas encore stabilisé avec entre Björkman et Amélie Mauresmo, le fait qu'il a beaucoup joué cette année et qu'il est arrivé peut-être un poil juste physiquement sur ce tournoi. Et puis non, je rejoins aussi ce qui a été dit sur l'image du sneak attack by Roger. Du fameux SABR et on en reparlera au débat, la polémique que ça a créé autour de Boris Becker. Pitoyable d'ailleurs. Bon, ok, alors on analyse la finale. Guillaume, qui commence pour analyser un peu la finale? Ouais, tout à fait. Bon, j'ai patienté jusqu'à 1h30 et je me suis couché vraiment à 4h45 je crois, dimanche. Donc j'ai regardé la finale en entier. Très rapidement, les 3 dernières finales du coup, Federer, Djokovic, les 2 de Wimbledon et celle de cette année. J'y croyais absolument pas cette année à Wimbledon et il y a aucun moment dans le match où j'y ai cru. L'an dernier à Wimbledon, je dirais que je savais que ça serait très difficile, mais je me disais bon, pourquoi pas. Et là, quand il gagne le 4e à Wimbledon l'année dernière, tu te mets à y croire quand même. Voilà, exactement, à ce moment-là. Et là, par contre, avant le match, j'y croyais. Il démarre très très mal le premier, exactement à l'image de Wimbledon. Et d'ailleurs, je crois que le Frédéric Verdier d'Eurosport a eu la même idée que moi au même moment, au milieu du 2e set, en disant là, pour l'instant, on a la copie conforme du match de Wimbledon. Et à ce moment-là, il s'est passé ce qui se passe de temps en temps, c'est-à-dire que Federer s'est mis à attaquer dans tous les sens et avoir plus de réussite, et Djoko a commencé à servir beaucoup moins bien, et notamment qu'à Wimbledon où il avait été presque pendant tout le match surpuissant service. Là, paradoxalement, on rentrera dans le détail, il a sauvé des tas de balles de break, etc. Mais c'est plutôt Federer qui a raté les occasions que Djokovic qui les a sauvés. Si on regarde toutes les balles de break à Wimbledon la dernière fois, il y en a pratiquement pas une où Federer peut faire le point. C'est-à-dire que c'est l'autre qui sort une première balle ou fait des points extraordinaires. Là, Federer, ce coup-ci, il a eu des deuxièmes balles, il a eu les opportunités. Il était au-dessus au 2e set. Il revient dans le 2e set, il gagne le 2e. Il est largement au-dessus au 3e set, mais il le perd. Et au 4e, quand on pense qu'il est terminé, en fait, on se rend compte qu'il avait quand même les armes pour gagner ce coup-ci, beaucoup plus que les 2 dernières fois. Voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, et voilà, c'est Djokovic, il est numéro 1 mondial depuis 2-3 ans, et c'est incontesté. Voilà. Bon, je vais laisser un peu, on va en débattre, mais mes premières impressions étaient celles-ci. Maître Lévy. Ouais, bon, j'ai écrit beaucoup là-dessus, donc j'ai bien regardé le match, je l'ai analysé de fond en comble, je vais en parler évidemment, je risque de prendre un peu de temps. Bon, c'est vraiment une défaite conne pour Roger, c'est vraiment une défaite conne parce que contrairement, et là je suis d'accord avec Guillaume, contrairement à Wimbledon cette année où il passe complètement à côté de sa finale, et Wimbledon de l'année d'avant où il est finalement quand même toujours derrière au score, et on se met à y croire quand il revient dans le 4e, on se dit un dernier set. Là, ça a été un match avec, pour moi, un match complètement différent, même s'il y a eu une analogie qui a été faite par Fred Verdier ou je sais pas qui. Moi, j'ai trouvé que c'était un match très différent. Ce qui s'est passé dans le premier set, c'est que le premier set, Djokovic mérite de le remporter, dans la mesure où beaucoup de gens ont dit que Federer avait livré un mauvais premier set. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que Djokovic a retourné déjà magnifiquement.
que ce soit les kicks extérieurs que Richard Gasquet n'arrivait pas à retourner ou Stan Wawrinka, il les a retournés, Djokovic, avec des Revers à une main, revers à deux mains, oui. Ouais, avec des belles longueurs, ça a forcé. Et du coup, Federer a poussé au service dès le début, ce qui fait qu'il a un ratio de première balle inférieur à 30%. Deuxième point important, le revers coupé de Federer qui joue en variation, et il en a beaucoup usé, n'a aucun effet sur Djokovic. Djokovic n'a pas raté une balle sur un revers chopé de Federer. Et contrairement à Wimbledon où il était un tout petit peu plus gêné parce que le rebond est très bas, là il n'était pas du tout gêné, c'est-à-dire qu'il renvoyait la balle comme si de rien n'était. Et du coup, le premier set est logique. Djokovic est partout, il oblige Federer à prendre plus de risques, il est moins en confiance sur ses jeux de service, il est accroché sur ses jeux de service, du coup il est moins en confiance sur les jeux de retour. En revanche, le deuxième set, il le gagne très logiquement parce qu'il repart au charbon, il remonte à la volée, il retrouve un bon pourcentage de première, mais là encore, il doit finir le set à 6-4, il rate un penalty inratable. On comprend pas comment il le rate au milieu du court. Du coup, il doit encore breaker à 7-5. Il s'en sort, mais on s'est même dit à un moment que Djokovic allait faire le hold-up et remporter le deuxième set. Mais le pire set, c'est la troisième manche. La troisième manche où il fait un jeu catastrophique à un partout avec 2 doubles fautes et 3 fautes directes pour se faire breaker. Derrière, il a une réaction énorme en rejouant vers l'avant, en faisant que des montées, des montées sable, des montées sur deuxième balle et en jouant des volets magnifiques pour recoller. Derrière, il gagne tous ses jeux de service, ses 2-3 jeux de service en moins d'une minute et il a à chaque fois des occasions de breaker. Et sur chaque balle de break de Djokovic, il s'arrête de jouer. C'est-à-dire, on retrouve le Federer de 2013 ou de je sais pas quand, qui se contente de remettre la balle du fond de court et qui attend que Djokovic fasse la faute. Et manque de peau, il tombe sur un Djokovic qui est mécanique en fond du court, qui la sort pas et qui ose pas forcément son niveau de jeu comme il l'a fait à Wimbledon, qui se contente de remettre et Federer qui finit par craquer au bout du 18e revers. Et il se fait breaker comme un con à 5-4 pour perdre la manche 6-4 alors qu'il mène 40-15. Et quatrième manche, il est complètement abasourdi. Djokovic prend la confiance, du coup il fait des retours comme à Wimbledon de plus en plus profonds et il se retrouve mené 5-2 en 15 minutes. Là il se dit j'ai plus rien à perdre, j'ai perdu le match, donc il retourne au charbon, il tente le tout pour le tout, il monte à la volée, il rejoue agressif, il remonte à 5-4, il va même arriver à 15-40 sur le service de Djokovic où là on se dit oh là là, il va nous refaire le coup du quatrième set à Wimbledon et venir le remporter. Et là Djokovic qui par contre sert 4 belles premières à ce moment-là pour remporter le titre. Voilà, finalement on a vu un Federer qui avait toutes les armes, qui était en jambes, le public était acquis à sa cause, il avait toutes les armes pour battre Djokovic. Il se réveille trop tard à la fin et il lui a manqué quoi? Pour moi, il lui a manqué. C'était pas une question physique, c'était pas une question psychologique de complexe face à Federer ou face à Djokovic ou je ne sais quoi. Il lui a manqué simplement d'appliquer sa technique jusqu'au bout, quoi. Et il l'a jamais appliqué sur les balles de break. Voilà. Ce qui est très très dommage. Donc on peut vraiment dire qu'il avait vraiment le match dans sa raquette. Il avait les clés, il avait toutes les clés. Il avait je crois qu'il était très lucide en conf de presse. Il avait le match dans sa raquette. Guillaume, t'es d'accord avec ça qu'il avait le match dans sa raquette et Enzo aussi? Complètement. Et puis il l'a dit en conférence de presse. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire William. Là, c'est aussi peut-être la confirmation effectivement que même pour un Federer dans un bon jour, Djokovic est trop fort aussi. Voilà. Ce soir-là, on a eu vraiment dans un bon jour. Était-il vraiment dans un bon jour? Oui, il était dans un bon jour. Quand tu fais 53 montées au filet en finale de l'US Open en 4-7 et que tu mets 40, oui, t'es dans un bon jour. Quand tu fais 15 retours volés, quand t'as finalement à la fin du match, je crois qu'il a quand même 65% de première balle, c'est énorme, quoi. Il a eu plus de 20 balles de break. Ouais, donc. D'accord, mais il faut les conclure. Et quand on a 20 balles de break et qu'on en met que 3, mais ce que justement, on a eu le sentiment.
On a eu le Où est la non, lucidité non, on a eu le sentiment dimanche soir que la personne qui avait fait le plus de finales en Grand Chelem, c'était Novak Djokovic. Ouais. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que Sur les dernières années. finalement, quand on analyse les phases de Federer et son renouveau, entre guillemets, depuis 2014, il en a joué 3 des finales de Grand Chelem, alors que Djokovic, il a dû en jouer 6. Donc, Et il les a gagnés. Bah, il les a pas toutes gagnées, mais il en a gagné la plupart. Et donc, on a senti, voilà, que l'homme qui avait le plus de métier en finale de Grand Chelem, c'était Djokovic. Et après, on a retrouvé un trait qui est quand même très caractéristique de Federer et qui a toujours été un de ses points. Enfin, on en avait beaucoup parlé, c'est que Federer, sur les balles de match, les balles de set, les balles de break, et il a toujours joué comme ça. Il ne tente rien. Il se contente de remettre, de rester dans le coup, contrairement à un Djokovic qui, dans ces moments-là, généralement, comme ça a pu être le cas sur balle de match à l'US Open contre lui en demi-finale, lâche des coups venus d'ailleurs, quitte à les rater. Et c'est là où je pense que Stefan Edberg doit dire à Federer, bah écoute, t'avais les clés en main, t'avais le match en main. T'as juste pas voulu appliquer finalement les bons choix tactiques qui ont marché pendant tout le match, qui t'ont permis d'obtenir toutes ces balles de break au moment où t'as eu les points importants. Et je pense que voilà, Federer doit maintenant essayer d'appliquer sa nouvelle technique et son nouveau type de jeu sous la pression. Non mais William, quelque chose. Moi j'ai un constat différent là-dessus. Je pense pas que ce soit mental. Ni même physique, hein, mais je pense que c'est un péché d'orgueil. Aujourd'hui, Federer se dit que, bon, certes, il peut attaquer, mais il se dit, à mon avis, que du fond, il peut encore battre en cadence les Federer, Non, sinon il n'aurait pas changé son jeu. Non, mais pour moi, il a encore un péché d'orgueil qui revient sur ces points importants-là. Je pense qu'il a manqué de courage. Je pense qu'il a manqué un peu de couilles et en plus, je pense qu'il a juste, c'est son habitude. En fait, t'es joueur de tennis, ça fait 20 ans que tu joues les balles de break et les balles de set de cette manière-là, en essayant de pas trop prendre de risques. Et voilà, il a juste joué ces balles comme il avait l'habitude de les jouer. Je pense qu'il doit vraiment faire un effort pour les jouer différemment, parce que naturellement, quand il revient dans sa position un peu naturelle, il les joue comme ça. Mais s'il analyse avec son staff la raison de sa défaite, il doit venir à cette conclusion que j'ai donnée, et il doit du coup, je pense qu'il n'en avait pas conscience. Voilà. J'ai un peu de doute avec ça parce que je me dis que quand même mentalement c'est un joueur qui est solide, qui en général sur les points importants, même si ça lui arrive évidemment de rater des balles de break, etc. C'est un joueur qui mentalement est solide. Et moi j'ai tendance à penser que, comme il a souvent pensé, qu'il pense que sur ces points-là, c'est l'adversaire qui va craquer, que lui est plus fort à ce jeu-là. Il est plus fort aussi en attaquant, mais il est plus fort à ce jeu-là. Et ça lui donne une certaine confiance en lui, qui, contre un Djokovic au top de sa forme et très régulier du fond, lui fait au final perdre ses moyens du fond. Eh ben, il doit changer ça. Mais ce qui est quand même exceptionnel finalement, c'est que en se faisant breaker 6 fois, c'est-à-dire 3 fois plus il est tout près, ouais. que ce qui s'est passé, que dans tout le tournoi et depuis Wimbledon, il arrive quand même à avoir des opportunités. C'est-à-dire que beaucoup. C'est-à-dire qu'il aurait presque pu se faire breaker 6 fois dans cette rencontre et remporter le match. Mais il retourne beaucoup mieux. S'il avait converti ses balles de break. Et c'est là où on se dit quand même, un joueur comme Federer qui pourtant est pas connu pour être le meilleur retourneur du monde face à un Djokovic, mais qui est plutôt connu pour se faire peu breaker, même en se faisant breaker 6 fois, il arrive à avoir ses chances. Et donc c'est là où vraiment on se dit que c'est ballot quoi. Il avait le match en main. Ouais, ce qu'il faudrait du coup, mais j'ai quand même eu bonne mémoire, il me semble que il a combien de balles de break au final? 23. Ouais, et puis il en convertit combien? 4 C'est horrible. Ouais. Bon, alors après, faut pas oublier, c'est toujours pareil, hein, la stat, vous savez, des balles de break, parce qu'en fait, dans un jeu, quand on fait le break, Il y en a plusieurs. Voilà. Il y en a plusieurs. Ouais, mais bon, la stat de Djokovic, elle est de combien? Elle est de
2 sur 2, ou un truc comme ça. Non, elle est de Non, 6 mais sur, de 5, elle est de 6 sur 12 ou un truc comme ça. Voilà, Mais, c'est beaucoup mieux déjà quand même. Ouais, bien sûr. Par contre, après, si tu regardes, c'est pareil. Federer a beaucoup plus d'opportunités, peut-être sur. Il y a 2 jeux où il a 5 balles de break à chaque fois, et il fait quand même le break. Bon. Et puis il y a 2 fois où il se fait breaker alors qu'il mène 40-15. Exactement. Et ça, c'est une faute professionnelle. Surtout ça, quand t'as. Ça, c'est une déconcentration, c'est une errance qui nous rappelle l'année 2013 où il se faisait breaker alors qu'il menait 40-0. Oui, mais bon, il était blessé. Alors, les garçons, on va s'arrêter à 2 secondes. On envoie le journal dans quelques secondes qui sera très court et on se reprend tout de suite. On va peut-être devoir tout décaler, mais c'est pas très grave parce que c'est très animé, on dit plein de choses. Allez, on envoie le journal maintenant. C'est parti. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Non, je crois que c'est parti, mais qu'on n'entend pas. Bon, journal, pas journal. Bon, bah laisse tomber. On reprend tout. Désolé de vous avoir coupé. Je pensais qu'on envoyait le journal. C'était un peu convenu comme ça. Donc, on reprend le journal. Bonsoir à toutes et à tous. Après les inondations qui ont eu lieu le week-end dernier, Météo France a publié un nouveau bulletin d'alerte cet après-midi, valable jusqu'à demain 16h. 9 départements français sont placés en alerte orange vent violent. Le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Un épisode de vent de sud avec des rafales localement violentes est prévu. Note Météo France qui conseille de limiter les déplacements, de ne pas intervenir sur les toitures et de ranger les objets exposés au vent. Ce drame, à présent dans les Hautes-Alpes, une avalanche ce midi a fait au moins 7 morts, 7 corps auraient été retrouvés. Un autre alpiniste blessé, l'avalanche s'est déclenchée vers midi au dôme de neige des Écrins sur la commune de Pelvoux. Le préfet des Hautes-Alpes s'est rendu sur les lieux du drame. Un numéro de téléphone unique à destination du public a été mis en place, le 0811 000 605. Les migrants d'Austerlitz et de la mairie du 18e arrondissement de Paris évacués cette semaine. Ils sont 500 à 600 migrants. Ils vont faire l'objet d'un hébergement cette semaine, a assuré Anne Hidalgo. Selon une source proche de la mairie, l'évacuation pourrait avoir lieu jeudi. Par ailleurs, plus de 500 000 migrants ont été dénombrés aux frontières extérieures de l'Union européenne entre janvier et août de cette année, contre 280 000 pour l'ensemble de 2014. Les chiffres viennent de l'agence européenne Frontex, des chiffres records. Des tests de dépistage du VIH sont en vente libre dans les pharmacies depuis aujourd'hui. Il est équipé d'une aiguille rétractable et d'une lingette pour désinfecter le bout du doigt. L'appareil va prélever une goutte de sang et l'analyser. Il faudra ensuite patienter 15 minutes avant d'avoir le résultat. Cet autotest sera vendu sans ordonnance et coûtera entre 25 et 28 euros. Enfin, l'Euro de basket, l'équipe de France peut poursuivre sa route ce soir. Les Bleus de Tony Parker affrontent la Lettonie en quart de finale. Le match va se jouer à 21h au stade Pierre-Mauroy de Lille. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Allez, on est de retour. Il n'y aura pas de journal à 20h. On va directement jusqu'à 20h30 en ligne droite. Le journal sera à 20h30, donc on sera obligé de rendre l'antenne à 20h30. Alors, messieurs, on a parlé de cette finale. Est-ce que vous avez encore des choses à dire ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça reste encore... Après, il y a un manque de réalisme, parfois un petit manque de réussite sur le coup droit penalty, le décentre un peu, mais bon, c'est aussi le manque de réussite qui ferait passer le match, qui ferait un revirement de situation total dans le match. Quand on voit qu'il obtient plus de 20 balles de break, qu'il les convertit pas, c'est quand même de bon augure pour la suite. Je pense que des occasions, il y en aura d'autres et que là... C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais bon, c'est un match qui s'est joué à 2 ou 3 points parce que s'il convertit 2 points d'écart entre les deux joueurs, 145, 147. Et voilà, mais ça c'est encore une statistique. Et même à la troisième manche, il est mené 2-7-1 alors qu'il a marqué plus de points que Djokovic.
C'est un match. Ah, mais il y a des points importants. Non, mais c'est un match qui. Une petite discussion avec Guillaume là-dessus sur le chat. Pour moi, il y a des points importants comme il y a des moments importants au basket avec le money time et le garbage time. Si tu marques des paniers pendant le garbage time, tu peux en marquer beaucoup, mais ça ne sert à rien. Non, mais c'est un match qui va nourrir des regrets parce que même si le score paraît pas serré, c'est un match qui a été très serré et qui, je pense, s'est joué à 1 ou 2 points. Voilà, maintenant, toute l'équation pour Federer, c'est que même s'il va sûrement faire une belle saison en indoor et qu'il y a aussi le Masters qui est un beau tournoi qui peut viser, il est surtout quand même là. C'est un tournoi qu'il adore, mais il est quand même surtout là pour essayer de remporter un 18e titre. Et quand on connaît les surfaces, je pense qu'il est aussi là pour rattraper Nadal sur les Master 1000 parce qu'il le voit quand même qui est mal et je pense qu'il y a encore 1 an ou 2 ans, il pensait pas pouvoir le rattraper. Il est qu'à 3 Master 1000, ce qui est tout à fait possible. C'est tout à fait dans ses cordes. Ouais, mais Djokovic il y a 2 Master 1000 de Federer, il me semble. Donc, ils vont se tirer la bourre, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je pense qu'il veut passer devant. Moi, je pense que ses objectifs, c'est qu'il veut passer devant Nadal pour les Master 1000, parce que là, pour l'instant, Nadal est à l'arrêt et à moins qu'il y ait un miracle, ça va être difficile pour lui de revenir. Et je pense aussi. Pardon. Il a reculons là carrément. Non, mais ce que je pense quand même, c'est que son objectif numéro 1, du coup maintenant, c'est l'an prochain, et c'est cette période qui va de juillet à septembre, où il va discuter Wimbledon, les Jeux Olympiques de Rio qui vont jouer sur un dur similaire à l'US Open, et de nouveau l'US Open. Voilà, après toute l'équation, c'est Federer aura 1 an de plus, il aura 35 ans, mais étant donné le jeu qu'il propose, je ne pense pas que ça sera un problème et je pense qu'il aura ses chances l'année prochaine. Ouais, il faudra voir s'il arrive à parvenir en finale encore une fois. Ça va dépendre de son état de forme et de l'état de forme des autres joueurs du circuit. Après, les finales de Grand Chelem, est-ce que ça devient pas trop compliqué pour lui? Il donne pas tout en demi-finale. Quand on voit, il fait 2 demi-finales stratosphériques cette année. Pour s'effondrer un tout petit peu en finale, mais ça suffit pour au final se faire battre en 4 manches. Est-ce que la finale, c'est pas l'étape de trop pour lui? Il faut qu'il ait un peu de réussite sur le tableau, et j'ai envie de dire, s'il passe numéro 3 mondial, si Murray confirme, c'est peut-être pas si mal de jouer Djokovic en demi-finale, par exemple. À savoir qu'il l'a beaucoup plus battu en demi-finale de Grand Chelem qu'il l'a battu, et quand on voit comment il joue en demi-finale, on se dit peut-être que ça serait pas un si gros mal que ça de devoir jouer Djokovic en demi-finale à Wimbledon ou à l'US Open l'année prochaine. C'est toujours mieux de pas le jouer en finale de Grand Chelem parce que en fait la finale de Grand Chelem avec Djokovic c'est pile ou face. En général quand il joue Federer il se manque pas. Et parfois quand il joue Nadal, Murray, il peut se planter comme ça, mais il se plante très rarement contre Federer en finale de Grand Chelem, Djokovic. Ou jamais même. Bon voilà. C'est une stat moyenne, hein, parce qu'il ne joue pas au même moment de sa vie, quoi. Tu vois, c'est une stat moyenne. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va réussir son 18e titre après 33 ou 32 ans. Honnêtement, rien n'est sûr, hein, rien n'est certain, hein, parce que à force de manquer des occasions, c'est comme dans un match, hein, quand vous manquez 2-3 occasions, comme hier, vous finissez par perdre le match. Là, ça fait quand même 3 finales et 3 occasions qu'il a d'en remporter une, et ça l'a pas fait. Donc après, sur les deux Wimbledon, il peut pas le faire. Sur les 2 Wimbledon, il peut pas le faire. Sur l'équation peut-être bon, il y en a 2, c'est est-ce que vraiment, mais on l'a déjà répété, du coup là on avait quasiment rechangé d'avis, mais est-ce qu'il peut battre Djokovic en finale de Grand Chelem? Comme à l'époque c'était, je vous rappelle, hein, si on remonte quelques années dans le passé, à partir du moment où on s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'il peut le battre Nadal en Grand Chelem? Et il l'a plus jamais battu. Il faut pas oublier ça. Hein. C'est-à-dire que Federer, il a gagné d'autres titres du Grand Chelem depuis après 2008 en fait. C'est que à chaque fois,
il n'a pas eu à jouer Nadal parce qu'il avait été battu avant par quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que ça s'est bien passé pour lui de ce point de vue-là, mais il n'a jamais réussi à le rebattre en Grand Chelem après 2007. Est-ce que là, maintenant, il est capable de le battre en Master 1000, il a fait un Cincinnati, il peut encore le battre là, en indoor et tout, hein, Djoko, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il peut le rebattre en finale de Grand Chelem? Moi, je crois que c'est ça la principale question, parce que après, et alors juste, je termine, là, j'en fais une deuxième. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où Federer arrive à 34 ans, et même, bon, on peut dire 35 maintenant, puisque l'année est terminée, il n'y a pas de Grand Chelem avant l'année prochaine. La route... Il aura 35 ans au mois d'août, hein, donc il a toujours 34 ans. Dans sa 35e année, on va dire, quoi. Il aura 6 mois de plus en Australie. Là, le truc, moi, qui me paraît, qui est assez amusant, c'est de se dire que finalement, on l'a jamais vu autant dans la peau d'un possible vainqueur de Grand Chelem maintenant que depuis 2010-2011, parce que Murray est jamais revenu au niveau qu'il a eu entre 2012 et 2013, là, pendant 2 saisons, où effectivement il battait régulièrement Federer, notamment, et Nadal a l'air complètement carbonisé, sachant que les autres sont quand même bien en dessous. Voilà, donc du coup c'est paradoxal parce qu'on se dit finalement Federer là, demain il y aurait, demain j'aurais dit Djokovic se blesserait, ce qui pourrait arriver quand même. On a l'impression que Federer, il redeviendrait numéro 1 mondial pendant 1 an ou 2 avec très peu de concurrence. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, alors déjà la première chose c'est une stat effarante. Federer pourtant il y a eu 42 rencontres et il y a 21-21 entre Federer et Djokovic. Il n'a jamais gagné Djokovic en ayant perdu le premier set, sauf une fois. Donc ça prouve quand même à quel point quand il joue Djokovic, il doit gagner le premier set. C'est ce qu'on disait, hein, c'est ce qu'on disait quand même. Le premier set était crucial et on l'a bien vu que les deux joueurs le savaient puisque le premier jeu a duré 7 minutes. Ouais. On savait bien tout de suite qu'il y avait les couteaux qui étaient sur la table immédiatement. Tout de suite. Ouais, voilà. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, je suis d'accord qu'on peut se poser cette question qui est légitime, de dire, c'est quand même bizarre qu'à 34 ou bientôt 35 ans, ce soit la plus grosse menace de Novak Djokovic à 28 ans, qui est au sommet du tennis mondial. Où est la nouvelle génération Raonic, Nishikori, Dimitrov? Où est la toute nouvelle génération Kyrgios, Koric, je ne sais qui? Et où sont Nadal, Berdych et Murray, la génération... On peut répondre très très facilement. Koric et compagnie sont beaucoup trop verts et il leur faut un petit peu prendre un peu de muscle pour certains et un petit peu de tête pour d'autres. Hein, on va pas donner de nom, mais on a compris. Pour Berdych, on va dire que Berdych, il a jamais eu l'étoffe d'un vainqueur. Il a été une fois en finale de Grand Chelem contre Nadal en 2010. Il a tout à fait le jeu pour gagner Wimbledon où il était en finale. Il ne l'a pas fait. Voilà, il a gagné que 2 Masters dans sa vie. C'est un seul Master 1000 dans sa vie. Un seul et c'était il y a 10 ans, en 2005. C'était en 2005, ouais. En 2005 à Paris, en servant de la folie. Voilà, on voit bien que c'est un très bon joueur, mais qui est surtout bon en 250, même pas vraiment en 500, et qui fait des complexes contre d'autres joueurs. Bon, il arrive à les battre. Parfois, il les bat. Mais bon, voilà. Donc on peut dire ça. Ferrer est trop vieux et Ferrer est comme Berdych. C'est un bon joueur de tournoi intermédiaire. Mais bon, lui aussi, il a un déficit contre les grands joueurs. On peut trouver vite fait. Et puis, alors, j'ai pas parlé de Nishikori et comment s'appelle-t-il? Raonic. Nishikori et Raonic, là, pour le coup, c'est un problème. Alors, Dimitrov, je le mets à part. Ok, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Raonic et Nishikori ont des problèmes physiques. Nishikori est assez petit finalement, et c'est quelqu'un qui doit faire énormément de renforcement musculaire, énormément de gainage pour pas que ses muscles pètent, parce que son jeu est un jeu où il est vraiment à fond. Et il doit vraiment travailler énormément tout ce qui est renforcement et gainage. Il ne l'a pas encore fait, il va très certainement le faire, et il sera très dangereux à partir de ce moment-là, et son corps ne claquera plus. De l'autre côté, on a quelqu'un qui, lui, est très grand, puisqu'il fait mesure 1m96, 1m98. Ce sont des grandes carcasses, des grandes machines, avec énormément d'impact sur tous les coups. Donc là aussi, tu peux te mettre en l'air très, très, très facilement. Alors, c'est pas tout à fait le même truc, c'est aussi du gainage, c'est aussi comment ne pas frapper comme un fou
son service tout le temps. Il ne peut pas regarder Philippe Poussis qui frappait tout le temps son service. Il a terminé avec l'épaule dans la boîte à gants. Donc il faut aussi que ces joueurs-là, un mec comme Raonic, il doit apprendre à maîtriser, à servir qu'à 80% pour pouvoir se conserver et à jouer des coups qu'à 80% et non pas à 120%, sinon il s'explose. Et puis peut-être monter beaucoup plus à la volée pour prendre de la place, de l'envergure. Alors Dimitrov, lui, il a un autre problème. C'est un joueur qui a tous les coups du tennis, qui a un déplacement fabuleux. Quand tu les entends jouer, par exemple, avec Federer, quand ils sont sur un court, tu regardes plus, tu n'entends rien. Tu n'entends que la balle qui est frappée. Et tu n'entends jamais un pas, parce qu'ils ont un jeu de jambes extraordinairement léger. Il a tous les coups du tennis. Peut-être qu'il manque un petit peu de puissance sur le revers, mais il a tous les coups du tennis. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque de la tactique, il lui manque à savoir jouer un match. Il est un peu comme Federer était avant, c'est-à-dire que à un moment, comme il n'y avait pas beaucoup de monde non plus, faut le dire, pour contrer Federer, il pouvait jouer sur son simple talent, sur son simple bras. C'est pareil. À part que pour Dimitrov, c'est beaucoup plus dur. Puisqu'il a tous ces gros joueurs, qu'on a cette densité de joueurs incroyable, et qu'il faut battre. Donc, il doit absolument trouver un coach. On n'arrête pas de le dire depuis des mois. Il s'est heureusement séparé, de son coach australien. Roger Rachid, qui est pas un bon coach, qui est surtout un préparateur physique, mais pas un coach de tennis. Et il doit trouver un coach qui va lui donner de la tactique, peut-être un Günter Bresnik, c'est tout à fait possible. On voit avec Thiem le travail qui est fait. Thiem, on l'a vu complètement se développer en tant que véritable joueur de tennis, avec de la tactique maintenant, des façons de jouer, des façons de gagner des points. Bon, il était un peu cramé pour la tournée américaine, mais sinon, il a très très bien joué, il a beaucoup progressé, il est aujourd'hui 20e. Le temps avec Rachid, il est pas forcément. Ça peut être un mal pour un bien, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas un coach de tennis. Par contre, tout le travail physique qu'il a fait avec lui va lui resservir dans les années futures. Ah oui, parce que le travail physique que tu dois faire, c'est des choses que tu fais régulièrement, quoi. C'est-à-dire que regarde un gars comme Murray bosse comme un chien tous les jours. Tu regardes un mec comme Djokovic, c'était tous les deux des grands secs, qui se sont un petit peu, bon, Djokovic c'est pas vraiment épaissi, mais en tout cas, ce sont des gens qui travaillent physiquement énormément. Tu dois travailler tous les jours. Tu peux pas avoir travaillé et ne plus travailler, c'est impossible. On parlait de Djokovic, de Federer. Pourquoi il était très très en forme? C'est qu'ils ont travaillé comme des chiens après Wimbledon avec Paganini, et que Paganini il a changé un peu sa façon de travailler pour qu'il arrive à maturité vers la finale. C'est pour ça qu'il n'était pas trop mal à la finale. Il a changé son jeu, bien sûr, mais il a aussi changé sa façon de travailler. Donc il y a toujours des choses à faire en préparation physique pour pouvoir s'améliorer. Et c'est là où moi j'en veux un peu à des gens comme Tsonga. Tsonga, c'est vrai que parfois je suis très virulent contre lui, mais j'en veux énormément à un mec comme Tsonga qui pourrait perdre par exemple 5 kilos, ce serait pas plus mal, et qui pourrait gagner en puissance encore. En puissance et en endurance encore. C'est tout à fait possible avec un vrai travail. Je ne sais pas s'il est prêt à souffrir comme un Federer peut souffrir, comme un Murray peut souffrir ou comme un Djokovic peut souffrir, parce qu'il souffre vraiment, ou comme Nadal aussi. J'ai vu s'entraîner Nadal, il morfle à l'entraînement. Hein. Non mais Karl, ils ont pas tous non plus les mêmes objectifs. Quand tu vois aujourd'hui Djokovic, Murray, Federer, Nadal, ils veulent écraser tous la planète, ils veulent tout écraser, ils veulent exploser. C'est pas le but d'un joueur de tennis de vouloir être numéro 1 mondial. Mais non, ne serait-ce qu'une semaine. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y en a qui en font des objectifs, des rêves, et il y en a qui en font des objectifs concrets. Il y en a qui dorment, qui mangent, qui boivent. C'est ce que quand tu fais des déclarations, moi je suis désolé là parce que là je pars un peu en vrille sur Tsonga, mais quand tu fais des déclarations comme Tsonga, je sais pas s'il en fait encore comme il a pu en faire. Il faut que tu réalises un peu ce que tu dis sur le terrain. C'est pas juste gagner une fois de temps en temps, faire quelques apparitions, coucou, ciao, j'ai fait des demi-finales. Je parlais avec un copain vendredi, il me dit oui, il a fait le grand chelem des demi-finales. Parce qu'il est arrivé aux demi-finales dans tous les tournois. Non, pas. Ouais, mais c'est pas suffisant.
Pas l'US Open, bon, bah, mon pote m'a dit n'importe quoi, alors. Non, mais par contre, ok, tous ces constats, ils sont justes, mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même forcer de constater que voilà, aujourd'hui, c'est un mec de 35 balais qui est la concurrence. Parce que ça travaille pas assez derrière. Il y a des fruits qui sont pas mûrs. Il y a des fruits qui sont pas mûrs. Il y a des fruits qui semblent prometteurs, mais qui, à mon avis, ne mûriront jamais, du type Kyrgios. Moi, je vois plutôt un Kokkinakis faire plus de choses que Kyrgios. Ces fruits-là sont pas encore mûrs. Il y a des fruits qui sont qui commencent à plus être mûrs du tout. Donc on est un peu dans cette. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Et vous pensez quoi de Djokovic? Vous pensez qu'il a combien d'années 3-4 ans de tennis, ça, au plus haut niveau, avec dans les années 2-3 finales de Grand Chelem. Donc potentiellement, le mec en a 10, potentiellement 2-3 finales de Grand Chelem sur 3 ans, ça fait 9 finales de Grand Chelem. S'il en convertit 7 sur 9... 5 ou 6, il sera pas loin de Federer, ouais. Bah ouais, mais c'est... Après, on en parlait, on a quand même une époque... Bon, on est un peu au creux de la vague en ce moment parce qu'il y a un faute de travail, mais on a quand même une époque où 3 joueurs sont à 10 Grands Chelem ou plus, quand même. Mais ça a toujours été comme ça. Regarde, ouais. tu prends des... Sampras, Agassi, tu prends... Mais ils sont deux, là. T'as toujours eu 2-3 joueurs avec, évidemment, il y avait plus de gens qui arrivaient en guest star, qui en volaient une et qui revenaient plus jamais. Mais sinon, t'as eu Becker, qui a succédé à Lendl, t'avais Edberg, Becker, t'as Stitch qui a un peu fait des trucs, mais tu vois, c'était pas non plus, pas monstrueux. On a eu une période un peu floue avec du Hewitt, du Roddick, qui ont gagné chacun un Grand Chelem. C'était pas énorme. Et puis après, t'as une période qui s'est vachement structurée à partir de 2003. Et 2003, puis t'as même 2005. Clairement. En fait, c'est là qu'on se rend compte que ce qui impulse le tennis mondial, ce qui motive un petit peu les jeunes à travailler, et c'est pour ça que je suis un peu optimiste pour la suite, c'est que, au final, c'est quand il y a un grand leader sur le circuit qui impose, qui en met beaucoup plus que les autres, au final, ça booste les autres, comme il y a eu Sampras, comme il y a eu Federer, comme un tout petit peu Nadal, mais pas assez pour être significatif, et comme il y a Djokovic maintenant. Non, tu peux pas dire Nadal pas assez pour être significatif. Nadal a gagné 9 Roland Garros. Non, mais je parle en termes de numéro 1 mondial. Je ne sais pas si de notre vivant on reverra quelque chose comme ça. C'est un record, à mon avis, qui ne sera pas battu. Oh, quand même. Non, c'est impossible. Attends, bon, on a le journal, on laisse passer le journal. J'avais dit qu'il n'y en avait pas, mais on laisse passer le journal et puis on revient après. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Après les inondations qui ont eu lieu le week-end dernier, Météo France a publié un nouveau bulletin d'alerte cet après-midi, valable jusqu'à demain 16h. 9 départements français sont placés en alerte orange vent violent. Le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Un épisode de vent de sud avec des rafales localement violentes est prévu. Note Météo France qui conseille de limiter les déplacements, de ne pas intervenir sur les toitures et de ranger les objets exposés au vent. Ce drame, à présent, dans les Hautes-Alpes, une avalanche ce midi a fait au moins 7 morts, 7 corps ont été retrouvés. Un autre alpiniste blessé, l'avalanche s'est déclenchée vers midi au dôme de neige des Écrins sur la commune de Pelvoux. Le préfet des Hautes-Alpes s'est rendu sur les lieux du drame. Un numéro de téléphone à destination du public a été mis en place, le 0811 000 665. Les migrants d'Austerlitz et de la mairie du 18e arrondissement de Paris évacués cette semaine. Ils sont 500 à 600 migrants. Ils vont faire l'objet d'un hébergement cette semaine, a assuré Anne Hidalgo. Selon une source proche de la mairie, l'évacuation pourrait avoir lieu jeudi. Par ailleurs, plus de 500 000 migrants ont été dénombrés aux frontières extérieures de l'Union européenne entre janvier et août de cette année, contre 280 000 pour l'ensemble de 2014. Les chiffres viennent de l'agence européenne Frontex, des chiffres records. Des tests de dépistage du VIH sont en vente libre dans les pharmacies depuis aujourd'hui. Il est équipé d'une aiguille rétractable et d'une lingette pour désinfecter le bout du doigt. L'appareil va prélever une goutte de sang et l'analyser. Il faudra ensuite patienter 15 minutes avant d'avoir le résultat. Cet autotest sera vendu sans ordonnance et coûtera entre 25 et 28 euros. Enfin, l'Euro de basket, l'équipe de France peut poursuivre sa route ce soir. Les Bleus de Tony Parker affrontent la Lettonie en quart de finale. Le match va se jouer à 21h au stade Pierre-Mauroy de Lille.
C'était le journal. Allez, nous, on reprend le tennis. Tout de suite. Donc, on est parti un petit peu en vrille et hors cadre. On va quand même essayer de placer un bout de débat. Qu'est-ce que vous préférez la Coupe Davis ou Becker? Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse la Coupe Davis et le débat, et quitte à pas faire trop de présentations des tournois qui sont quand même un peu mineurs. De tous les Chez les filles, c'est mineur, mais il y a quand même la Coupe Davis, les demi-finales, c'est pas mineur, oui, ça. C'est pour ça que je dis la Coupe Davis et le débat. Ok, en avant, débat tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez par lequel vous voulez qu'on commence? On fait ça vraiment démocratiquement. De Becker de Becker, déjà. Et ses propos. Becker, tu n'as pas parlé. Enzo, vas-y, en avant. C'est des propos que je trouve absolument ridicules. C'est à l'image des dernières sorties de Becker en public, c'est effarant de bêtises et de presque de diffamation, de manque de respect. Ça me sidère aujourd'hui qu'un coach de numéro 1 mondial puisse tenir de tels propos. C'est pas à la hauteur de Djokovic. C'est des propos inadmissibles, sachant qu'aussi Becker avait dit il y a un mois, Federer est bien plus un méchant garçon qui n'en a l'air. Moi, je trouve que c'est des propos de mauvais joueurs, en fait. C'est vraiment des propos de mauvais joueurs. Si vous vous souvenez, il était plutôt mauvais joueur vers la fin de sa carrière. Hein. Ouais, mais c'est un mauvais... Il intimidait les juges de ligne, il intimidait les arbitres. Moi, je me souviens de l'avoir vu intimider un juge de ligne à Bercy dans une finale contre Sampras, venir tout près de lui et de le regarder parce que le mec lui avait annoncé une balle qui était dedans, et lui, alors que lui disait qu'elle était dehors, c'était pas génial. Hein. C'est un mauvais joueur, et comparé à la classe de Edberg, je trouve qu'il est à l'anti-classe. Vraiment, et c'est d'autant plus, alors moi je trouve que c'est d'autant plus ridicule qu'il commente un fait de jeu, quoi. Il commente un fait de jeu, un retour qui est complètement dans les règles, en disant une chose qui est complètement débile. Si on avait fait ça à mon époque, en gros, on lui aurait cassé la gueule à la sortie du cours, quoi. C'est ça qu'il dit. Non, il n'a pas dit ça, il a dit qu'il l'aurait allumé, en fait. Non, mais oui, mais quand il dit, non, mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est ça. Ce qu'il veut dire, c'est ça. Et quand tu lis entre les lignes, c'est en gros, il l'aurait allumé au vestiaire et il lui aurait dit, arrête ton cinéma. Ce qui est totalement surréaliste. Et qui est un peu pathétique quand on voit que c'est un coup qui a beaucoup gêné Djokovic, qui avait du mal à tirer des passings sur des retours de service comme ça. Donc moi je trouve que c'est une attitude de gros mauvais joueur, et ça me rappelle aussi ce que tu disais, que il donnait des indications à Djokovic en cachette, en faisant des signes avec bon, même si tout le monde le fait, ça m'étonne pas du tout, parce que je trouve que c'est et il n'avait pas voulu s'exprimer après la défaite de Novak Djokovic à Roland-Garros. Moi, je trouve que c'est un très très mauvais joueur. Voilà. Et est-ce qu'il serait pas un peu jaloux parfois de Federer? Parce que souvent, ces déclarations vont dans le même sens, d'accabler Federer, etc. Est-ce qu'il ressentirait pas une forme de jalousie, mais une forme... est-ce qu'il n'envierait pas un peu la carrière et le palmarès de Federer? Je pense surtout qu'il envie un peu le côté glamour et le côté classe qu'a Federer. Et il est un peu à l'image de Djokovic, qui c'était d'ailleurs un peu honteux, qui s'est fait quand même beaucoup huer, même au moment de la remise des trophées. Ah oui, et c'est vrai, j'avais une question sur le public. Qu'est-ce que vous avez... Parce que ça, c'est quand même aussi l'image que j'ai, ce public de la finale, comme un public espagnol à Madrid, complètement allumé. C'est un public de Coupe Davis, ouais. C'est un public qui c'est à l'image de Boris Becker, qui était aussi un peu le mal-aimé. C'est vrai que le jeu de Federer est beaucoup plus spectaculaire, et que le jeu de Djokovic les moins... Ils ont jamais été comme ça. On sait que New York c'est chaud, mais là ils étaient complètement dingues. Ouais, mais je crois que la défaite de Serena a fait qu'ils ont tout reporté sur Roger, et que voilà, il y a eu un transfert du Serena Slam sur le 18e titre de Roger, ce qui fait que c'est vrai que j'avais jamais vu ça, parce que j'ai suivi la finale jusqu'au bout et jusqu'à la remise des prix. Djokovic s'est fait littéralement huer au moment de la remise du trophée. C'est honteux.
Ouais, c'est honteux, mais d'un côté, le public américain nous a souvent habitués à des prises de position entre guillemets anti-Djokovic, parce que pendant la finale même de 2013, alors que Nadal est quand même un des rivaux de Federer, il faut dire que dans la finale de 2013 aussi, on voit un stade qui se lève quasiment sur chaque point de Nadal. Nadal est très aimé aux États-Unis. Hein. Ouais, mais parce qu'après, là, c'est extrémiste un peu comme vision du tennis, et parfois ça peut conduire à une certaine gêne, mais les sifflets sont évidemment honteux. Alors après, je veux pas faire dans la caricature américaine, mais bon, il se trouve que mon frère était à l'US Open du vendredi au dimanche la première semaine, et il me disait en fait que pour l'avoir vu là en vrai, le public américain, il est quand même très très spécial. 90% des gens qui sont dans l'enceinte du stade ne connaissent presque rien au tennis. Les joueurs. Ils connaissent quasiment aucun joueur. C'était qui ce Djokovic? Ils sont Djokovic, en fait Djokovic est pas du tout coté là-bas. Eux, ils sont c'est Federer et Nadal, parce que c'est Nike tout simplement qui en fait des tonnes. Et ils connaissent le tennis. Non, mais c'est vrai, hein, ils connaissent le tennis à travers Nike, parce que Nike organise des opérations de promo pendant 2 semaines avant le tournoi. Pendant le tournoi, il y en a partout, et donc effectivement, Nadal et Federer depuis des années sont associés à Sampras et Agassi pour des opérations de promo. Ils vont jouer à Times Square, ils font des rencontres, etc. Djoko, lui, il vient juste faire son tournoi comme les autres, et donc il est absolument, je dirais pas inconnu, mais complètement de côté, et les autres viennent pour voir Federer, Nadal, qui sont des produits Nike. Et ça c'est vraiment un fait. Mon frère je le savais, mais mon frère était sur place et il m'a dit, j'ai vraiment halluciné en voyant que effectivement Djokovic ou Bautista Agut, pour eux c'est pas ils viennent, c'est Nadal, etc. Ouais. Bon, après beaucoup pour bien connaître les États-Unis et avoir vécu, être allé aussi à l'US Open. Bon, il faut pas mettre tous les Américains dans le même sac, même si c'est vrai que 90% des gens qui sont au stade Arthur Ashe sont là pour se divertir. Ils sont là pour se divertir avant de regarder du tennis. Ils sont là pour bouffer. Ils sont là pour bouffer, pour boire du coca, pour se marrer, en night session, pour faire une soirée fun. Voilà, ils y connaissent pas grand-chose au tennis. Ils sont là pour se divertir, comme c'est le cas dans un match de foot US ou un match de baseball, ou un match de basket, où il faut que ce soit spectaculaire. Par contre, faut pas non plus caricaturer l'américain, c'est-à-dire que dans les 10% qui restent, vous avez des gens qui connaissent très bien le tennis. Tu te rends compte de regarde le public de Wimbledon. C'est pas eux qui ont sifflé justement les 10% de... Non, c'est pas eux qui ont sifflé. Mais il faut pas non plus dire que tout le public américain. Non, on n'a jamais dit, on fera jamais de choses comme ça. On dira jamais tout le public. Regarde la différence entre un public de Wimbledon tu sens à Wimbledon que les gens. C'est au niveau des tarifs aussi, Karl. C'est pas les mêmes prix, c'est quasiment les élites qui peuvent aller à Wimbledon. Bah non, mais Karl, déjà Wimbledon, c'est impossible d'avoir un ticket, c'est quasiment impossible. Si il faut faire une tombola. Exact, le ballot. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez le faire, c'est en ce moment. Hein. Voilà, il faut faire le ballot, il faut y prévoir. Non, mais après tu peux rentrer. Non, mais attends, en faisant la queue. On est à quel mois là ? On est en septembre. C'est en décembre le ballot. Voilà, il faut faire le ballot en décembre pour aller voir un match de tennis en juillet. C'est évidemment comme ça ici. Tous les concerts sont sold out. Tout est sold out. Évidemment qu'il n'y a que des passionnés, évidemment. Mais tu vois par exemple au Masters et à l'O2 Arena où c'est beaucoup plus accessible, bah déjà le public c'est un public beaucoup moins connaisseur que Wimbledon. Et j'aimerais aussi dire que le public français n'est pas non plus le meilleur public. Et quand vous avez à Roland-Garros des matchs où dans les loges vous avez que des personnes VIP d'entreprises qui connaissent rien au tennis et qui sont là juste pour se montrer ou signer des contrats ou boire du champagne avec les clients qu'ils ont invités, je trouve pas ça mieux non plus. On peut le faire en connaissant le tennis aussi, hein. C'est pas. Non, mais généralement, c'est pas des gens qui connaissent forcément bien le tennis. Non, mais après. Ah, je sais pas. Moi, je l'ai fait beaucoup à cause de mon métier.
Et je t'assure que tous les gens que j'ai amenés connaissaient le tennis et étaient même parfois plus assidus que moi sur. Il y a une attitude que je déteste à Roland Garros, c'est les. Je sais pas si vous y faites attention, et c'est beaucoup le cas à Roland Garros, c'est les gens qui, dès qu'il y a le moindre joueur qui va demander, qui dit quelque chose à l'arbitre, mais des fois, vous savez, c'est juste. Voilà, on le siffle, mais il a même pas le droit de dire à l'arbitre, t'es sûr, tu l'as vu faute, c'est siffle, et ça c'est insupportable. Et là, effectivement, on voit qu'il y a pas mal de gens qui. Ouais, et puis quand tu as le syndrome, tout est rempli et les loges sont vides. Moi, je trouve ça quand même un peu une. Ça c'est scandaleux. Je trouve ça un peu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, bah, il donne du fric. Ah, bah oui, bah, on sait bien que c'est. Non, mais c'est pas ça. Bah si, c'est une question d'argent, Karl. Bah si, parce que t'as le déjeuner à 13h, alors bon... Exactement, t'as un déjeuner, et je peux t'assurer que ce que tu manges est fantastique, t'as les télés, t'as tout ce qu'il faut, et tu restes un peu plus longtemps, et que tu viens, quand tu ressors, il est 2h30, 2h30. Ouais, bah, et d'ailleurs, c'est pour ça que les gros matchs sont programmés en fin d'après-midi, hein. Ouais, mais tu sais, c'est derrière le pavillon des Princes, donc c'est encore une autre partie. Dans l'autre petit club, tu sais, sur la petite place, il y a un club qui est entièrement transformé. Parce que finalement, le village qu'il y avait dans Roland-Garros, qui était beaucoup plus proche des cours, a émigré hors de Roland-Garros. Ouais, donc c'est beaucoup plus long, et tu es obligé de revenir en voiture. Donc tu en as pour 5 minutes, le temps que tu décolles, etc., le temps que tu trouves tu reviennes dans le stade. Tu vois, c'est pour ça que quand le match est fini, tout le monde se barre, parce que les gens veulent pas attendre. Donc ils se rebarrent tous dans le carré VIP pour aller boire des trucs, etc. Tu t'imagines, tu bois toute la journée à l'œil, pas à l'œil, mais en tout cas ceux qui sont invités mangent à l'œil. Et les gens, bon, ils sont dingues de ça, quoi. Et c'est pour ça qu'ils reviennent pas, etc. Puis ils se disent, ce match-là, c'est pas terrible, j'aime pas trop, je reste dans les loges, j'ai rencontré machin, je lui parle. Voilà, bon, je veux pas les défendre, mais c'est pour expliquer comment ça se passe un petit peu. Non, mais je me doute bien que ça se passe comme ça. Je dis juste que quand vous avez des fans qui se sont connectés à la billetterie à 6h du mat et que ils se sont fait jeter avec leur adresse IP, que ça a pas marché et qu'après c'était trop tard et que machin et que ça sent le vécu, ça. Et non mais voilà, et que après vous allumez la télé et que vous auriez tout donné pour avoir une place et que vous voyez que messieurs, on s'égare totalement. Revenons sur le sujet. Il nous reste un quart d'heure. Ce que je veux dire, c'est que voilà, la conclusion de tout ça, c'est que le public américain a ses travers, mais faut aussi qu'on balaye devant notre porte. Évidemment, regarde pourquoi Djokovic ne joue plus à Madrid. Parce que le public l'a pris en grippe depuis qu'il a tapé Nadal en 2011. Oui, c'est vrai que le public à Madrid est aussi hyper spécial dans le type de odieux parce qu'en fait le public le siffle dès son premier match. N'attend même pas la finale. Dès le premier match, ils veulent pas qu'il arrive en finale, donc ils le sifflent. Et ça s'était envenimé aussi contre Dimitrov, où il avait été accusé de simuler une blessure à la cheville. Il avait été très Il avait été coupé. Ouais. Ok, alors ça c'est réglé pour l'histoire Becker, ça c'est réglé. Coupe Davis, moi ça m'intéresse. Guillaume, toi t'es un vieux de la vieille, tu connais bien un peu tous les petits arcanes de la Coupe Davis. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Pardon, au niveau de l'équipe de France. Ouais. Oui, alors j'ai pas tous les tenants et les aboutissants effectivement de ce qui personne ne les a, parce que ça se passe dans les vestiaires, donc personne ne les a. Apparemment, de ce que je comprends, il y a des joueurs et notamment, je pense que c'est quand même Tsonga qui doit tout simplement se dire que Monsieur Arnaud Clément, il partage ce que je pense, c'est-à-dire qu'il a absolument aucun charisme et que on a vu ce que c'était au niveau gestion des hommes déjà la finale, la campagne de l'an dernier, et là ce coup-ci. Et je pense que Yannick Noah, il doit revenir un peu, parce que moi je pensais vraiment que c'était un peu des histoires de dire que Noah revenait un peu dans le circuit et tout. C'est pas si sûr à mon avis. Mais je crois qu'il se fait chier Noah. Je crois qu'il se fait chier Noah. Il a eu sa petite carrière de chansonnette, et puis voilà, là, je crois qu'il est un peu dans un temps mort de sa vie. Il voit que en Coupe Davis ça se passe pas très bien. Il aime bien être un peu le sauveur du monde. Et voilà quoi.
Moi, Mais si ça marche pas, il aura l'air con. Hein, j'ai envie de dire que c'est aussi simple que ça. Hein. non, mais si ça marche pas, il aura l'air bien con quand même. Hein. Parce que il a, avec tous ses discours sur le tennis français, en accusant un peu tout le monde, en se prenant un peu pour le sauveur, pour le messager, pour le messie qui allait renouer les liens entre les anciens et les nouveaux dans le tennis français, qui allait rebooster le tennis français. Là, s'il venait à arriver à la tête de la Coupe Davis et que ça venait à échouer, il serait dans le sale drap, il perdrait toute crédibilité à ce niveau-là. Ouais, puis... Ok, alors, est-ce que vous pensez que Noah, c'est un égoïste opportuniste ou le véritable guide généreux du tennis français? Ah, c'est entre les deux. Moi, je suis sûr que c'est un égoïste opportuniste. Moi, je réfléchis même pas. C'est entre les deux quand même, parce qu'il a un savoir-faire. C'est pas un manchot du tennis. Hein. Il s'y connaît un peu. Les matchs sont pas gagnés par le capitaine. Les matchs sont quand même gagnés par les mecs sur la chaise. Non mais c'est pas vraiment un manchot du tennis, mais oui, il a beaucoup plus de charisme qu'Arnaud Clément, qui en a juste aucun et qui en plus n'a apparemment pas de tactique. C'est le moins qu'on puisse dire. De là à être le Messi, moi j'y crois pas du tout. Et t'as des mecs, je pense, qui feraient bien mieux que lui. Moi, je pense qu'il a quand même eu des attitudes qui ont été déplacées ces dernières années, notamment quand il a dit à Lille que la défaite française était prévisible. Ok, c'est vrai, mais il n'a pas à le dire. Il enfonce des portes ouvertes. Voilà, il enfonce des portes ouvertes. On savait tous que ça serait dur contre Federer et Wawrinka, même si les deux s'étaient un peu entretués avant et qu'on pouvait un peu y croire. Mais voilà. Ouais, mais justement, là, pour faire une toute petite parenthèse, j'ai eu un peu le fin mot de l'histoire par un vieux client qui a joué avec Federer. Alors, ce qu'il m'a dit, c'est que Federer est allé voir Wawrinka et lui a parlé. Il lui a dit, écoute, il a présenté ses excuses pour ce que sa femme avait fait, et lui a dit, on peut pas s'embrouiller, on a ce truc contre les Français, il faut qu'on gagne. Donc moi, je te présente toutes mes excuses, je présente mes excuses. Il a vraiment été super diplomate, et c'est pour ça que ça a passé. Ce sont vraiment les qualités diplomatiques de Federer qui ont joué sur ce coup-là. Bah, quand il veut gagner quelque chose, il le gagne, Federer. Hein, de toute façon. Bah, en tout cas, il a eu raison, parce que je pense que Wawrinka est très susceptible comme garçon et très émotif. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette discussion, la déchirure Wawrinka-Federer aurait empoisonné leur confrontation face aux Français. Après, il a été très fort. Après, je me pose comme question, est-ce que aujourd'hui, s'il y a une Serbie au top, une Espagne au top, une Suisse au top et même une Angleterre au top, on peut ramener Pioline, Noah, on peut déterrer Lacoste et Suzanne Lenglen, ça va rien changer, quoi. Alors, déjà, tous ceux qui l'ont gagné, bon, c'est très très dur de gagner une Coupe Davis. Hein. Ça prend énormément sur le temps, sur ta carrière personnelle. Donc c'est vraiment une campagne. Tu vois Federer pendant des années, il ne l'a pas joué. Wawrinka d'ailleurs l'a tronçonné dans les journaux suisses plus d'une fois à cause de ça. Et tu vois bien que Djokovic ne la joue plus vraiment. Nadal ne la joue plus. Mais il a gagné 3 fois. Tu vois, tous les gens qui l'ont gagné on savent très bien. Et tu regardes aussi, il y a une question d'âge. Généralement, les gens qui la jouent sont ceux qui ne l'ont pas gagné et qui sont assez jeunes. Moi, je me rappellerai toujours de cette finale contre les États-Unis en Espagne avec Nadal qui tape Roddick en 2004. C'est là où on voit vraiment Nadal exploser au plus haut niveau. Ouais, mais ce qui est un peu triste, Karl, c'est qu'on a un peu le sentiment en France que justement c'est un peu notre lot de consolation, quoi. C'est finalement on n'a pas des top. Voilà, on n'a pas des top players. Bon, on a quand même 3-4 gars dans le top 20 et on se dit bah voilà, la Coupe Davis finalement c'est peut-être un truc qu'on peut faire parce que si jamais un Djokovic, un Federer, un Nadal ou je ne sais qui ont pas envie de la jouer, bah voilà, on est un peu derrière en vautour pour essayer de la ramener à la maison, quoi. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, Ouais.
Non, vas-y, Guillaume. Non, je disais, ce qui est fou en plus, c'est qu'on n'est toujours pas arrivé à la gagner. Je pense qu'on n'arrivera pas à la gagner avec cette génération-là, alors que on la joue à fond depuis des années et que à côté de nous, les Croates l'ont gagné, les Tchèques l'ont gagné, les Argentins l'ont gagné. Tout le monde l'a gagné en fait dans les nations, on va dire pas mineures, mais ni Suisse, Espagne et Serbie. Mis à part, et là, c'est peut-être maintenant Murray qui va la gagner, qui va arriver à la gagner tout seul. Et nous, avec nos mousquetaires entre guillemets, on n'aura même pas réussi à en gagner une, alors que Nadal ne la joue plus depuis 5 ans, Djokovic ne la joue plus depuis 4 ans, Federer là et Wawrinka l'ont joué une seule fois vraiment à fond, c'était l'an dernier. Non, mais moi je trouve ça risible, vraiment risible. En fait, puis on a un peu l'impression que c'est c'est les Français qui prennent sur eux en disant finalement on n'y arrive pas, mais on va quand même essayer ça parce que ça peut être sympa pour la France, c'est cool. Moi finalement je sais pas, j'ai du mal à accrocher avec cette. Non mais aujourd'hui il faut pas se mentir, une Espagne au top à l'extérieur ça passe pas, une Serbie au top ça passe pas, des États-Unis au top c'est très serré. Une Suisse au top, ça passe pas. Enfin, il y a même une Angleterre où t'as qu'un joueur, ça passe pas. Donc. Mais aujourd'hui en Coupe Davis, avoir un ou deux très grands joueurs, ça suffit. Ouais. Ben, moi, je suis pas vraiment d'accord parce que la République tchèque l'a gagné 2 ans de suite avec Berdych et Stepanek. Hein. Donc je veux dire, on aurait pu la gagner à cette époque-là. Ouais, mais Berdych très grand joueur de simple, Stepanek très bon joueur de double. Attends, Berdych très grand joueur de simple, je veux dire. Il est quand même dans le top 5 mondial depuis 4 ans, quoi. Donc. Ouais, mais bon, c'est pas, je veux dire, Berdych, Stepanek. Enfin, si quand t'as Tsonga, Gasquet, Simon, mon fils. Tu envies Berdych Stepanek, c'est que là vraiment c'est triste quoi. Non mais on est parti avec la mauvaise approche. Quand on voit qu'on a la chance incroyable d'avoir des très bons joueurs de double depuis toujours en France. Colting, Gasquet, Tsonga qui jouent un double tous les 36 du mois. Au bout d'un moment, faut arrêter. Non mais c'est vrai que Arnaud Clément sur le Gasquet Tsonga. Quand on voit qu'on a eu des Roger Vasselin avec je sais plus qui là qui a gagné avec Beneteau qui a quand même gagné Roland Garros. Là on a Herbert Mahut qui gagne l'US Open. Et en plus il déstructure les paires, ça m'énerve. Et qu'on se tape des Tsonga, Tsonga, il est nul en double. C'est pas un joueur de double. Il sait cohabiter avec personne, Tsonga. Il faut pas le foutre en double. Non mais donc ouais, c'est totalement. Je comprends pas d'ailleurs comment Clément, qui a été un très bon joueur de double, peut arriver comme ça à déstructurer les paires quand il sait, quand il connaît les on l'a dit avant, parce qu'il n'a pas de charisme. Mais parce qu'il n'a pas de charisme, il peut pas dire fermez vos gueules. Mais oui, parce qu'il y a Tsonga qui va dire moi j'ai envie de jouer, je suis le numéro 1 français, et il va dire bah ok, vas-y, c'est bien. Bah t'as qu'à être bon en double et on te fera jouer. Ouais voilà, c'est exactement ça. C'est là où un duo Noah-Fioline n'aurait pas ce genre de problème, parce que devant Noah-Fioline, ils fermeraient leur gueule et ils feraient ce qu'on leur dit de faire. Mais exactement, c'est pour ça que moi j'étais partagé entre l'égoïsme de Noah et de l'autre côté je dirais pas égoïsme, moi je dirais que c'est un opportuniste. C'est un opportuniste, Yannick Noah. Mais tout opportuniste qu'il est aujourd'hui, c'est une des solutions. Pioline aussi, Santoro, je trouvais aussi. Mais bon, Santoro, il a le charisme d'une boule. Et en plus, moi, je l'écoute sur je crois que c'était Bein. Honnêtement, il sait pas analyser un match, Santoro. C'est quand même triste, quoi. Alors que c'est censé être le magicien, je sais pas quoi. Santoro, je sais pas si vous l'avez écouté analyser des matchs, mais c'est ridicule. C'est du même niveau qu'Arnaud Clément, donc. Ouais, non mais complètement. Je pense que. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on parle de Paul Gerber et Nicolas Mahut. On va terminer là-dessus. Bah super mal de match. Fantastique. Fantastique. Ouais, c'est voilà, c'est la prolongation. On cherche, il n'y a pas besoin de chercher une équipe de double, elle est toute trouvée pour la Coupe Davis. C'est vraiment
Ouais, et puis c'est des bons gars. Nicolas Mahut s'est battu toute sa carrière. Il a été blessé, il est revenu, il a été blessé. En simple comme en double, voilà. Et puis Pierre-Hugues Herbert, on l'avait présenté. Vous vous souvenez, hein, il y a 2 semaines, et on s'était dit, lui, c'est un futur taulier, un futur Michael Yodra. Et derrière, il gagne le double à l'US Open. Non, c'est voilà. Moi, j'ai été très surpris quand même que la paire Brian perde au premier tour. Ça m'a quand même. Ils ont du mal depuis quelques mois, les Brian. Hein. Ouais, mais ils ont leur âge aussi. On n'oublie pas que ce sont des gens qui ont 34 ou 36 ans. Hein. Et Karl, juste pour finir 30 secondes, il y a quand même Martina Hingis qui a ajouté 2 grands chelems à son palmarès. Hein, exact. En double et en mixte. Donc la Suisse, quand même bien représentée. Et je pense que Hingis va rejouer en Fed Cup, si ce n'est déjà le cas, j'imagine, en double. Et pourquoi pas avec Federer au JO 2016 alors, c'est la grande question. Est-ce qu'il va jouer avec Hingis et Wawrinka? Ça va peut-être faire un peu beaucoup, quand même. Ouais, ça va faire beaucoup, hein. Surtout s'il veut aller rider. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va terminer là-dessus. On n'a pas dit les tops et les flops chez les hommes. De l'US Open. Les tops et les flops chez les hommes, vite fait. Bah, l'US Open, bien sûr. Top Djokovic et Benoît Paire, et évidemment Federer, et Benoît Paire aussi, et flop Dimitrov, et je sais même pas si Murray, et je sais même pas si on met Nadal dans les flops parce que c'est un non, Nadal, c'est un résultat. C'est un flop continu, Nadal, cette année, on le met pas. Ah ouais, mais Nishikori, il est blessé, ouais, flop. Bah, flop, on met Murray, c'est sûr. Et il est tombé sur un grand Benoît Paire aussi. Top, moi je mets bon, les Kevin Anderson quand même, Djokovic, Federer, et puis quand même Fabio Fognini. Parce que, parce qu'il bat Nadal et sa copine gagne l'US Open, donc c'est quand même pas mal. Enfin, Nadal en ce moment, c'est pas une grande perf. Hein, non, mais sa copine gagne l'US Open, donc c'est pas mal. Ouais, et puis il était mené il est revenu. Ouais. 7-0 à break, hein. Non, mais il a forcément transmis des ondes positives à Flavia, et ça veut dire qu'elle a aussi trouvé un équilibre avec lui, donc il mérite d'être dans les tops. Ça doit être ça. Ok, merci messieurs. On va rendre l'antenne, on finit à l'heure, c'est magnifique. Encore une très très belle émission. Je vous remercie d'être passé. Ça sera beaucoup plus calme la semaine prochaine avec des petits tournois chez les femmes qu'on n'a pas nommés, Québec City, Tokyo International et Dalian. Et puis on parlera aussi des demi-finales de Coupe Davis qu'on n'a pas du tout présenté. On en est très 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 désolé, mais l'actualité était brûlante sur l'US Open. Et les barrages également que joue la Suisse avec Federer et J'ai une petite question pour finir. Est-ce que quelqu'un sait si Federer joue Shanghai et Bercy, ou est-ce qu'on sait pas encore? Officiellement, pour l'instant, on répondra sur la page. Je répondrai tout à l'heure sur la page Tennis Talk ou sur le chat. Ça marche. Bonsoir messieurs. Bon football pour ceux qui regardent le PSG ce soir. Il y a l'Eurobasket aussi. Ah oui, l'Eurobasket. Bah écoutez, bon sport de toutes les façons et bon tennis à tous. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut.